Tu te lestes, tu fais du street lifting, tu progresses, les charges montent, les séances se passent bien, et pourtant, ton front lever, ton muscle up stagne, voire régresse. Tu les as même peut-être perdus. Alors qu'au fond, toi tu veux progresser en calisthénie tout en devenant plus fort en street lifting, ou alors comme outil ou moyen pour devenir plus fort en calisthénie. Et là tu te demandes, est-ce que le street lifting nuit à ma calisthénie? La réponse courte est non. Mais il y a probablement quelques raisons pour lesquelles ta combinaison actuelle ne fonctionne pas. Et dans cette vidéo, on va en aborder 5 qu'on va voir une par une. Ces erreurs, je les ai observées chez beaucoup d'athlètes et je les ai moi-même faites pendant pas mal de temps. Et surtout, je vais te montrer comment les corriger. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose les choses clairement, il faut qu'on se mette d'accord. La calisthénie est plus difficile que le street lifting. Le street lifting est plus facile que la calisthénie. C'est mon opinion. En street lifting, il te suffit d'ajouter du poids sur des mouvements qui sont plus faciles que les mouvements de calisthénie. La progression est plus linéaire, mesurable, prévisible. Peut-être que le muscle up fait exception, mais il a l'intersection des deux disciplines finalement. En calisthénie, les mouvements comme le handstand, la handstand push-ups, la planche ou le front lever sont probablement un peu plus complexes que les mouvements de street lifting. On doit générer de la force dans un angle spécifique avec un bras de levier défavorable, tout en maintenant des activations pas toujours simples à réaliser, pas toujours simples à comprendre et à appliquer. Protraction, dépression, posterior pelvic tilt, bras tendus. Et souvent, tu as la figure ou tu ne l'as pas, ce qui pose problème pour réussir à être spécifique. Par exemple, en street lifting, ta traction à 5 kg va ressembler à ta traction à 80 kg. Mais en calisthénie, un advanced stock front lever n'est pas vraiment le même qu'un full front lever. C'est pour ça que beaucoup d'athlètes voient leur PR monter plus facilement que leur figure se débloquer. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est une conséquence de comment ils s'entraînent. Voyons pourquoi. La première raison, c'est souvent la plus simple, tu en fais trop en street lifting. Et en calisthénie, peut-être trop, peut-être pas assez, ou de la mauvaise façon. Parlons charge d'entraînement, capacité de travail. Prenons l'analogie du verre. Si tu remplis ton verre avec un programme complet, bien structuré de street lifting, il ne restera pas grand-chose pour la calisthénie. Et vu la complexité qu'on a vue de progresser en calisthénie, il faudrait peut-être vider un petit peu son verre en street lifting pour laisser pas mal de place à la calisthénie. Je vois trop de pratiquants qui essayent d'être hybrides, de progresser en calisthénie et street lifting, en greffant simplement la calisthénie à un programme complet de street lifting, avec une charge d'entraînement assez conséquente, par exemple un 5x5 avec un RPE assez conséquent, en y greffant simplement les skills avant, ce qui est quand même correct, peut-être de manière trop importante, ou après parfois, et là c'est catastrophique. Mais le problème, même si on a mis les skills avant, c'est qu'on a peut-être déjà rempli son verre avec ce 5x5. En fait, il faut voir les mouvements de calisthénie presque comme un autre mouvement de compétition, mais souvent sur le même pattern de mouvement et donc sur le même muscle. Donc il y a à la fois du transfert, ce qui est bien, mais également de l'interférence, donc de la génération de fatigue. La clé est donc de trouver la bonne dose qu'on calculera souvent en nombre de séries par semaine. Par exemple, pourquoi ne pas faire 8 séries de front lever par semaine et 6 séries de traction avec quelques renforts dos ou autres muscles, ce qui est une dose plus modérée, mais clairement suffisante pour progresser, plutôt que de prendre le risque de stagner avec 12 séries de traction, tout autant, voire plus, en front lever. Pourquoi ne pas utiliser le concept de volume minimal effectif pour progresser? On sait qu'on peut progresser en force avec 3 séries par semaine plutôt challengeantes. Et que ensuite, toutes les séries supplémentaires ont tendance à diminuer le retour sur investissement. Également, dans ce concept de dose, il faudra la mettre forcément en relation avec l'intensité qu'on estimera grâce au RPE moyen sur ces séries. On sait que pour progresser en force, il faut soulever relativement lourd, 70% de son 1RM par exemple, être relativement spécifique au mouvement qu'on veut progresser et qu'il n'est absolument pas nécessaire d'aller à l'échec. Partant de ce principe, pourquoi ne pas utiliser des intensités qu'on est capable de tenir avec des RPE plutôt modérés à bas en street lifting, garder des RPE peut-être un peu plus hauts en calisthénie pour rester davantage spécifique. Ou alors faire une minorité de séries difficiles intenses et une majorité de séries plus faciles. Par exemple, Advanced Stock Front Lever, 4 séries de 6 secondes, SIR2, 2 secondes en réserve, donc RPE 8, relativement difficile. Et ensuite, traction, peut-être une série difficile en 1x3, RPE 7, et des séries plus faciles, 3 séries de 5, RPE 5, 5 répétitions en réserve. La qualité de pratique en calisthénie, ça nous amène directement au deuxième problème. Si tu pratiques la calisthénie, tu pratiques peut-être mal, parce que la calisthénie, comme on l'a vu plus tôt, ce n'est pas simple. Ce n'est pas toujours facile de sélectionner les bons exercices, d'appliquer la bonne technique sur ces exercices, de les placer correctement dans sa semaine, en ayant la bonne dose, volume, intensité et fréquence dans sa semaine. Trop souvent, on essaie de s'entraîner comme les top athlètes, en utilisant des progressions trop challengeantes, en faisant des tentatives,
en essayant de réaliser des mouvements dynamiques, en essayant d'accumuler le maximum de volume, sans prendre le temps de construire correctement et sans trop de structure. C'est une pratique qui demande probablement tout autant de structure qu'en streetlifting. Peut-être même plus, parce que les marges d'erreur sont aussi fines, surtout si on veut progresser dans les deux. Par exemple, on veut sélectionner une progression qu'on va pouvoir réussir à être au standard, comme en streetlifting, avec des bonnes activations, qui sera suffisamment spécifique et qu'on va pouvoir perfectionner semaine après semaine. Par exemple, plutôt que de vouloir faire un front lever complet de 2 secondes qu'on n'est pas certain de pouvoir tenir, réaliser correctement et de perfectionner chaque semaine, pourquoi ne pas faire plus de front lever avec des maintiens peut-être un peu plus longs, en gardant une plus grande marge pour construire chaque semaine. La cause numéro 3, c'est la mauvaise compréhension et application de la notion de transfert. Le problème, c'est que la plupart des gens pratiquent le streetlifting et la calisthénie sans penser à cette connexion. Ils traitent le streetlifting et la calisthénie comme des sports séparés. En fait, oui, il faut voir les mouvements de calisthénie comme un autre mouvement de compétition, mais souvent sur un pattern de mouvements similaire et un muscle similaire à ceux de streetlifting. Par exemple, extension d'épaule, rétraction, travail du grand dorsal, entre le front lever, la traction et le muscle up. Par exemple, flexion d'épaule, protraction, deltoïde antérieur, pour la handstand push-ups, le dips et la planche. Donc il y a à la fois du transfert entre les différents mouvements, ce qui est bien, mais également de l'interférence due à la fatigue générée. Bien souvent, si tu augmentes ta traction de 50 à 60 kg, il y a beaucoup de chances que ton muscle-up progresse. Mais il se peut qu'à court terme, pendant le processus de cette augmentation, ton muscle-up régresse parce qu'il y a de la fatigue générée, de l'interférence qui va s'installer, même si bien souvent il y a quand même un transfert direct. Tu as probablement connu des blocs où les deux montaient en même temps et des blocs où tu avais ton muscle-up qui stagnait et ta traction qui augmentait. On aura la même chose sur le front lever, ou la planche, la handstand push-ups et le développé militaire et le dips. L'idée, c'est d'utiliser le concept de sauvegarde de progression en utilisant les exercices de streetlifting pour complémenter les exercices de calisthénie. Par exemple, réaliser dans une séance 3 séries de 4 secondes de advanced tuck planche, rajouter un dips lesté en top 7 et back offset en x3 et un développé militaire en x6 par exemple. Comme ça, même si on fait la même chose en planche la semaine 1 et la semaine 2, 3 et 4 peut-être, et qu'on progresse chaque semaine sur son dips ou son développé militaire, il y a beaucoup de chances que sur du moyen long terme, on devienne plus fort en planche. Mais on essaiera quand même de faire mieux chaque semaine sur ces skills, quitte à parfois le prioriser davantage en augmentant le nombre de séries chaque semaine par exemple, ou alors en ajoutant plus de travail, peut-être aussi rajouter des variations dynamiques. En parlant de variations, en skill et en streetlifting, on est souvent tenté d'en rajouter justement des push-ups, des presses, des pauses, du tempo, etc. Ça peut être intéressant, mais l'idée, ça sera de ne pas tout rajouter directement, c'est de garder ces variations, ces progressions dynamiques comme outils dans notre boîte à outils qu'on utilisera au bon moment pour résoudre la bonne problématique. La quatrième cause qui fait qu'on ne progresse pas en calisthénie, mais qu'on progresse en streetlifting, tu l'auras compris, c'est l'ajout de poids. Que ce soit au niveau de la masse musculaire générale, au niveau du poids du corps, ou plutôt localisé au niveau des jambes. Celle-là, elle est assez évidente, mais souvent on se voile la face, mais il faut être assez réaliste et honnête, ça ralentit clairement la progression qu'on aura en skill. Surtout au début, il y a beaucoup de chances que quand tu ajoutes ta partie streetlifting à ta partie de la calisthénie, tu observes ce gain de poids assez rapide, dû au stimulus mécanique, au volume en plus, et surtout au travail de jambes que tu ne faisais peut-être pas avant. En plus si tu es bon répondeur à l'entraînement et que tu as un gros surplus calorique. Et pour en être, ça peut ralentir, voire freiner complètement ta progression, du moins sur du court terme. Je ne veux clairement pas te décourager de bosser les jambes, mais j'ai pu remarquer sur moi-même et sur mes élèves que je coach, que lorsque l'on a implémenté ce travail de jambes, surtout un travail plutôt conséquent, que la progression est ralentie, parfois même qu'elle a tendance à stagner sur du court terme, et sur du moyen long terme, elle sera toujours présente, mais peut-être un petit peu plus lente, donc soyons-en conscients. Finalement, si ça se trouve, tu respectes tous les points d'en haut, tu les fais les choses bien, mais vu que tu as pris pas mal de poids de corps en peu de temps, il est normal que ta progression soit retrouvée un peu bloquée. Mais pas de panique, tu ne prendrais pas de masse indéfiniment, tu t'habitueras à ce nouveau poids de corps, tu deviendras quand même plus fort quoi qu'il arrive. L'idée du travail de jambes et même de la prise de masse musculaire est qu'on s'ajoute des ankle weights et donc que la progression n'est pas impossible, mais peut-être ralentie. Tu pourras peut-être, avec plus d'expérience, limiter le travail de jambes en utilisant le concept de nouveau de dose minimale effective et en adoptant ton surplus calorique. Maintenant que tu progresses, c'est le principal. J'ai des élèves qui ont ajouté un travail de jambes et qui sont passés de 100 à 150 kg en squat tout en débloquant leur straddle planche, leur front lever et en prenant plein de masse musculaire. Ce n'est pas un problème insoluble, c'est un paramètre dont il faut être conscient. En parlant de masse musculaire, parlons des muscles qui ont tendance à être oubliés. Une autre cause qui est parfois négligée lorsqu'on est hybride, c'est qu'on pense que les mouvements de streetlifting sont clairement suffisants pour notre renfort.
donc on oublie de réaliser des exercices qui sont parfois plus pertinents que les exercices de streetlifting pour nos skills. On travaille donc beaucoup les mouvements de compétition. Ce sont des mouvements qui sollicitent des grands groupes musculaires, mais pas forcément certains muscles plus isolés. Et également, les mouvements de compétition sont parfois plus fatigants et moins stimulants. Moins bon stimulus-fatigue ratio pour prendre de la masse musculaire. Au final, on pourrait même être hybride, calisthénie plus poids sans forcément faire de streetlifting, en choisissant que des exercices parfois plus pertinents. Mais les mouvements de streetlifting restent tout de même intéressants, motivants et un objectif qu'on peut avoir. Les skills de calisthénie dépendent pas mal de certains muscles, comme par exemple le biceps, le dentelé pour la planche, le triceps, le deltoïde antérieur pour les handstand push-ups, le deltoïde, le trapèze moyen, le chef long du triceps pour le front lever. Et donc renforcer spécifiquement ces muscles, en plus du travail spécifique des skills, plus du travail du streetlifting, peut être très intéressant. En planche, j'aime utiliser des élévations frontales, du développé militaire, des curls. En front lever, faire des rows pour le trapèze moyen et des élévations pour le deltoïde postérieur, en postérieur ou latéral. Je voulais, en plus de ces 5 points, rajouter une petite réflexion qui résume ou qui complète ces causes de stagnation. Bien souvent, comme on l'a vu, c'est qu'on en fait trop. Donc trop en calisthénie, trop en streetlifting. Souvent, quand on débute dans la pratique d'une des disciplines ou des deux, ou donc de l'hybridation, on a pas mal de marge d'erreur, vu qu'on est débutant et qu'on peut se permettre d'en faire beaucoup trop, de le faire peut-être mal et de tout de même progresser. Par contre, une fois qu'on devient un peu plus expérimenté, la marge d'erreur est plus faible et il se peut qu'on stagne juste parce qu'on a overshot un RPE sur un exercice de streetlifting, qu'on a refait un RPE 9 ou 10 en semaine 2, ou sur plusieurs séries dans sa semaine, qu'on a trop poussé sur les renforts, qu'on a overshot sur ses skills aussi, qu'on a fait une tentative et ça nous a emmené dans un mauvais pattern de mouvement et finalement la progression en skill est compromise sur le bloc. Le principe de marge d'erreur s'applique aussi à la progression, donc lorsqu'on débute, on a beaucoup de chances que tout monte facilement en même temps, tout le temps presque, alors que quand on devient un peu plus expérimenté, avancé, ça va être un petit peu plus lent. Je pense que la majorité de l'année, il faut essayer que ça monte en même temps, mais parfois il va peut-être falloir prioriser un mouvement. Par exemple, ne mettre qu'une fréquence sur un des mouvements de streetlifting, mettre plus de focus sur la calisthénie ou inversement pour faire en sorte que ça avance un petit peu mieux. Rappelons-nous que le transfert de la calisthénie est en général plus important vers le streetlifting que l'inverse, d'autant plus si on maintient le mouvement. Et surtout, rappelons-nous du pourquoi on fait les choses, quel est notre pourquoi, quels sont nos objectifs, nos priorités. Si à la base on cherchait vraiment à débloquer des figures de calisthénie et qu'on se retrouve à être matrixé par l'augmentation de son total, peut-être qu'on se perd un peu. Et inversement, si à la base on voulait davantage augmenter son total et qu'on se retrouve à travailler plus de figures et que ça nous intéresse un peu moins, peut-être qu'il faut se poser la question et finalement dresser ses priorités. Bien souvent, je pense qu'on a commencé pour la figure, mais on a choisi le streetlifting par facilité, parce que c'est plus facile. Donc rappelons-nous que le streetlifting sera du bonus à notre pratique, un moyen, mais peut-être pas la priorité finalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La réponse n'est pas d'arrêter le streetlifting. La réponse est de construire une programmation où les deux se nourrissent plutôt que se parasiter. Concrètement, tes skills passent en priorité dans la semaine, frais, correctement, dans la bonne dose, en début de séance. Ton streetlifting est utilisé consciemment comme sauvegarde de progression sur les mêmes patterns. Tu gères ton poids de corps comme une variable de ta performance et tu ajoutes potentiellement un peu de renforcement en plus sur les groupes musculaires intéressants. C'est exactement la structure que j'applique à mes élèves en coaching. Si tu veux voir à quoi ressemble une semaine type qui intègre tout ça, je t'invite à participer à mon challenge progression, 5 jours pour comprendre comment débloquer ta stagnation, débloquer ta prochaine figure de calisthénie. Et si tu veux déjà aller plus loin, je te propose qu'on construise ensemble ton plan d'entraînement, que je te suive chaque semaine dans ta progression pour t'aider à progresser au mieux. Donc les liens sont dans la description, on s'y retrouve peut-être, et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 012 Workout, à toutes.